Bienvenue, Naïla Tazi. Merci, Rachid Helaoui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, nouvelle présidente de la nouvelle Fédération des industries culturelles et créatives à la CGEM, à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai bien dit à la CGEM, hein, vous n'êtes pas rattaché à une autre organisation. C'est bien la CGEM. Je suis présidente d'une fédération, la 33e fédération de la CGEM, 33e fédération sectorielle, qui est la Fédération des industries culturelles et créatives. Si je vous dis que j'étais surpris de vous voir à la tête d'une fédération qui soit rattachée à la CGEM, vu ce qui s'est passé ces 4 derniers mois. Mais pourquoi donc, Rachid ? Avec tout ce qui s'est passé ces 4 derniers mois... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je serais serais heureuse de vous entendre me le résumer parce que... J'avais reçu effectivement Zaki Lafahim ici même, c'était le 17 octobre dernier. Et dans le débat, effectivement, il est venu le fait que, est-ce que vous avez changé de tête à la Chambre des conseillers comme représentante, parce qu'en l'occurrence, ou de représentants. Et puis c'est là où j'ai appris qu'effectivement, vous n'étiez plus représentante, à cette époque-là en tout cas, selon ses propos, puisqu'il y avait un nouveau représentant qui vous avait suppléé. Donc, alors, la manière dont vous présentez les choses, forcément, peut mener à une forme d'incompréhension de l'exactitude de ce qui s'est passé. Parce que j'ai constaté à travers certains médias, à travers certaines opinions, à travers conversations que j'ai eues avec différentes personnes, que la compréhension de la problématique n'était pas très précise. En fait, il faut juste que je précise que je suis parlementaire élu à la Chambre des conseillers. Jusqu'en 2021. Au nom de la CGEM, donc oui. Membre du groupe CGEM au Parlement à la Chambre des conseillers, jusqu'en 2021. Donc un mandat de 6 ans. Et j'ai été la première femme vice-présidente de la Chambre des conseillers, donc la première femme à siéger au bureau depuis la création de cette institution, et la première femme à présider des séances plénières. Je ne le suis plus depuis le 25 octobre 2018. Pourquoi ? Parce qu'à mi-mandat, il y a une réélection du président de la Chambre et éventuellement un renouvellement des membres du bureau, des présidents de commission et en fait des postes importants au sein de la Chambre. Donc éventuellement des présidents de groupe. Chaque groupe fonctionne à sa façon. Donc un turnover. Donc il y a un turnover. En réalité, il n'y en a pas. La CGEM a décidé de manière unilatérale et non préparée de me retirer de cette fonction pour mettre un homme. C'est la façon dont ça s'est passé. Pourquoi vous dites pour mettre un homme ? Pour mettre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, un homme. Parce que pour vous, c'est important ça le fait en d'avoir été remplacé par un homme. La réalité, c'est que toute la problématique de fond, de principe, qui a fait que cette affaire a eu beaucoup d'écho, c'est la manière dont ça s'est fait, et c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un recul sur la question de la place des femmes dans les instances de gouvernance. Ça, effectivement, on en parlera, mais le fait que vous soyez remplacé par un homme ou par une femme, j'ai envie de vous dire, sur le coup, lorsque vous l'avez appris, ça n'avait aucune importance. Ce qui est grave, c'est plutôt la forme et la méthode en fait qui a été utilisée. C'est tout à fait. Ce que vous avez dénoncé pendant 4 mois. Ce sont les pratiques qui ont été utilisées pour le faire, qui sont intolérables aujourd'hui, de la part surtout de personnes qui sont supposées donner l'exemple. Mais ce qui est extrêmement grave, parce que après chacun a son niveau d'appréciation, évidemment, c'est que nous avons aujourd'hui une constitution qui a un article 19 qui est clair, à savoir que nous devons tendre vers la parité. Nous avions une femme au bureau de la Chambre. Pourquoi vous insistez sur ce point, Naïla Tazi ? Écoutez, je ne suis pas la seule à insister. Oui, je sais que même il y a eu une pétition, il y a eu une mobilisation. Qui a été mise en ligne par des militants. Mais en fait, qu'est-ce que vous avez le plus mal vécu ? Le fait d'être remplacé ou d'être remplacé par un homme ? Le fait qu'on ait foulé la Constitution de cette façon, en ayant une vision extrêmement, je dirais, voir des intérêts personnels avant de voir l'intérêt général. Parce que ce n'est pas de moi dont il s'agit. C'est des conséquences de cette situation. La preuve, on a vu les conséquences qu'il y a eu. On aurait pu les éviter si simplement il y avait eu une préparation de ce cas de figure, c'est-à-dire qui est de remplacer le représentant de la CGEM. De l'alternative démocratique. Si les choses ont été faites de manière à m'éjecter,
alors qu'on aurait pu simplement poser le groupe avait convenu de maintenir chaque membre dans sa fonction en juillet. J'avais moi-même demandé au président Mézoir de me maintenir dans ce poste et en juillet, le groupe a approuvé et puis paf, on arrive et il y a un changement. Voilà. Non, mais je voudrais terminer parce que aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que si cette situation avait été faite selon des règles démocratiques et en prenant en compte le fait qu'il fallait qu'une autre femme me remplace, au moins une. C'est-à-dire que si ça avait été une femme qui vous avait remplacé, il n'y aurait pas eu tout ce tapage, il n'y aurait pas eu toute cette réaction de Naïla Tézi. Exactement. Voilà. Ouais. Il fallait qu'il y ait une autre femme. Est-ce que c'est pas facile de le dire après coup, ça? Oui, mais moi j'ai essayé de parler avec les différents responsables des groupes parlementaires qui sont à la Chambre et qui m'ont expliqué que cette situation s'est présentée trop tard, que eux ils avaient déjà pris des décisions en interne et que c'était trop tard. Évidemment, ils auraient pu engager ce débat entre eux au niveau des réunions ce qu'on appelle la conférence des présidents pour essayer de trouver une solution à ça pour préserver l'institution et éviter qu'elle connaisse une régression, mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, c'est une affaire qui est derrière nous. Le but n'est pas de relancer cette polémique, évidemment que non. C'est digéré de votre côté? C'est une affaire. On oublie difficilement parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des pratiques qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. Mais disons que il faut continuer à aller de l'avant, il faut positiver. Il y a une crise qui a été largement médiatisée, dont chacun a tiré des enseignements. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses aussi dont je ne souhaite pas parler parce que je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se tait, je ne suis pas quelqu'un qui se compromet, je ne suis pas allé au Parlement pour me compromettre dans des situations que je trouve extrêmement... Et quand vous dites ça, ça veut dire que vous considérez... Est-ce que le message, je veux dire, sous-entendu, c'est qu'il y a certaines personnes qui se compromettent? Ou qui l'ont fait ou qui le font assez facilement, et que Naïla Tézi, elle n'est pas les droits dans ses bottes et je suis comme beaucoup de gens droits dans leurs bottes parce qu'il faut bien prendre des positions, avoir des positions de principe, il faut être crédible dans ce qu'on fait et je pense que au Maroc, on a malheureusement trop souvent tendance à se taire, attendre que le nuage passe. Non. Parce que le débat est sain. Il faut pouvoir parler des choses sans personnaliser les problèmes. C'est ce qui se passe dans toutes les sociétés, dans toutes les démocraties du monde. Il faut dénoncer des situations, il faut s'indigner et il faut aller de l'avant. Est-ce que vous, aujourd'hui, 4 mois après, parce que tout ça a démarré mi-octobre en fait, c'était le renouvellement aussi à la présidence de la Chambre des conseillers, les réélections de Hakim Benchema, ça s'est passé un petit peu chez nous, alors que c'était pas forcément prévu le 17 octobre, et ensuite il y a eu tout un effet d'enchaînement. Mais 4 mois après, est-ce que il y a des personnes à qui vous en voulez? Il y a autant, je sais pas, avec Saladin Mézoar, je pense que ça c'est rééquilibré, ça va beaucoup mieux. Oui, vos relations avec lui. Mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui vraiment ça s'est pas passé, ça passera jamais? Mais je pense qu'il y a surtout des personnes pour lesquelles ça ne passe pas avec moi parce que j'ai eu le courage de défendre mes positions et de ne pas me taire. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui m'en veulent. Au sein du groupe, ça les regarde. Mais je peux vous assurer que je le dis, je le répète, je ne personnalise pas ces questions-là. C'est un débat sur les valeurs, sur les principes, sur les idées. Il faut avoir le courage de les défendre. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ce que je continuerai à faire. En tout cas, c'est pour ça que je suis allée au Parlement. Je ne suis pas allée au Parlement, contrairement à ce qu'on a voulu essayer de passer comme message à mon sujet, parce que ça aussi, c'est des choses qui beaucoup sont de messages regrettables. aussi. Elle aurait dû, Naïla Tézi aurait dû comprendre aussi. Madame Salah n'est plus présidente de la CGM. J'ai parfaitement compris. Vous savez, il faut qu'aussi elle passe à autre chose, parce que nous aussi, on a besoin de renouveler nos équipes, notre garde rapprochée. Donc, on a l'impression qu'elle veut pas entendre ce discours-là ou qu'elle n'arrive pas. Non, ça, c'est les arguments qu'on a cherché à utiliser pour se défendre. Après, chacun se défend comme il peut, c'est légitime. Il y a eu des faux arguments, il y a eu des mensonges. Je vais pas commencer à les citer aujourd'hui, c'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, moi, je cherche à aller de l'avant et voilà. Donc, je ne veux pas en vouloir à quiconque. C'est une affaire qui était assez complexe. Je prends du recul, j'observe, je tire les enseignements qu'il faut tirer et j'avance. Avec un seul objectif qui est de construire et de faire évoluer des lignes.
Donc aujourd'hui, pour répondre à la question initiale qui était la CGEM, j'ai été présidente de la commission communication de la CGEM pendant le premier mandat de Miriam Ben Salah. J'ai été vice-présidente de la CGEM au bureau de Madame Ben Salah dans son deuxième mandat. Et je suis aujourd'hui présidente d'une nouvelle fédération que nous avons initiée en 2017. Donc, du temps de Miriam Ben Salah. Du temps de Miriam Ben Salah, pour donner une place à la culture. On va en parler d'ailleurs. Oui. Mais quand vous vous retrouvez aujourd'hui présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, ça c'était au mois de février dernier, hein, vous avez constitué un binôme avec Abdelkader Retnani, c'est bien ça? Oui, qui est le président de l'Union des éditeurs du Maroc. Seule candidature d'ailleurs? Oui. Il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas de compétiteur? Il n'y avait pas d'adversaire. C'est bizarre, il n'y avait pas d'adversaire. Pourquoi? Écoutez, je pense que c'est un peu compréhensible étant donné que c'est un secteur qui est nouveau et que nous devons attirer beaucoup de membres, ce qui n'est pas une opération facile parce que vous savez bien que le secteur de la culture est un peu le parent pauvre en matière de politique publique, de budget, de moyens. Les acteurs culturels se battent. Donc la CGM est une confédération à laquelle il faut adhérer, il faut payer une cotisation. Donc nous avons, depuis la création de cette fédération par le conseil d'administration de la CGM en mars 2017, mis en place un comité ad hoc, j'ai eu l'honneur de présider, et nous avons d'abord travaillé à créer une démarche inclusive pour aller à la rencontre des acteurs et pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la CGM, en quoi la CGM peut leur être utile pour les aider à sortir de l'image qu'on a des acteurs culturels, des acteurs qui sont un petit peu en marge de tout ce qui se fait, qui sont toujours... Ou l'image que peuvent avoir aussi les acteurs culturels de l'organisation patronale. Ça va peut-être dans les deux sens, non? Ou pas que de l'organisation patronale, parce que... Ou des organisations étatiques. En général. Simplement, revanche ou pas revanche pour vous? Le fait de vous retrouver à la tête d'une fédération, je dis fédération et non pas une commission à la CGM, 4 mois après ce qui s'est passé, est-ce que pour vous, je vais dire, est-ce que c'est une Leïla Tezi qui a pris sa revanche? C'est une Leïla Tezi aussi qui a dit, voilà, il s'est passé ça au mois d'octobre, ok, mais moi je lâche rien et je vais revenir. Et je suis revenu. Est-ce que c'est ça? Alors absolument pas, parce que je vais quand même apporter une précision. Il y a 7 ans, quand Miriam Ben Salah est venue me proposer de m'engager bénévolement à la CGEM, j'ai beaucoup hésité. Parce que je menais une action très profonde et très engagée dans le secteur de la culture, en parallèle de mon action professionnelle. Et je lui avais dit que la condition pour que j'y aille, c'était que nous fassions quelque chose pour la culture. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai pas cherché à être à la CGEM, je n'ai pas cherché à être vice-présidente de la CGEM, et encore moins vice-présidente d'une institution parlementaire. C'est mon cheminement qui a fait que je suis arrivée à ça. J'apporterai une précision, c'est que la lutte que j'ai menée pour le développement du Festival Gnawa Musique du Monde, pour sa pérennité, sa pérennisation au-delà de 21 années, 21 éditions, ça m'a forgé. Et au fond de moi, je savais que tôt ou tard, je m'engagerais en politique parce que la lutte est longue, elle est profonde, elle est difficile. Et quand on veut changer les choses, il faut s'engager véritablement. Puis accepter de prendre des coups aussi. Pardon? Accepter de prendre des coups également. Bien sûr, accepter de prendre des coups. J'en ai pris beaucoup, des coups bien avant la CGEM. De faire le dos rond. J'ai fait le dos rond. Parfois, je l'ai pas fait. Parfois, je me suis exprimé. Parfois, je me suis tue. Après, c'est à chacun d'évaluer comment trouver les justes équilibres. Parce que l'important, c'est de durer. Complètement. L'important, c'est de durer et c'est d'être crédible. Est-ce que vous arrivez à comprendre, Leïla Tezi, qu'on peut être aussi surpris de vous voir 4 mois après à la tête d'une fédération, c'est une organisation patronale, ce qui était peut-être inimaginable, voire impensable, il y a 2 mois, 2 mois et demi. Oui, parce qu'on avait le sentiment... avec le président de la CGM, avec toute son équipe, avec des poids lourds de l'équipe de Saladin Mzouar. C'était extrêmement compliqué. Et puis je n'ai pas été en guerre avec l'équipe de Saladin Mzouar, et c'est important de préciser ça. Il y a eu un problème au sein du groupe parlementaire CGM. Voilà, avec une décision qui a été prise de m'éjecter de mon poste. Je l'ai expliqué, je ne vais pas y revenir. Voilà. Donc, je peux dire aujourd'hui clairement... n'a jamais été dans l'équation. Moi, je peux vous dire clairement aujourd'hui, je me suis très peu exprimée sur le sujet. Oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, on a dit qu'on voulait changer, etc. Moi, quand j'ai demandé à changer de commission, on ne m'a pas autorisé à changer de commission.
Alors que c'est quand même une demande qui est une demande minimum. 6 ans de mandat, vous passez 3 ans dans une commission. J'ai été, et je suis toujours membre de la commission de la culture, de la communication et des affaires sociales. Il est légitime de vouloir changer de commission pour parfaire sa connaissance et son expérience parlementaire. On me l'a refusé. Bon, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Donc, où on change tout et on passe tout au vote, le président du groupe, le représentant au bureau, les représentants dans les différentes commissions, on renouvelle rien. Donc, passons là-dessus. Mais je peux vous dire aujourd'hui avec du recul que je suis convaincue que c'est pas simplement parce que je suis une femme, c'est pas parce que je suis une femme qu'on m'a retiré de ce poste. Moi, je suis une femme compétente, et je le dis en toute modestie, parce que je pense, travailleuse, éthique, et fortement attachée à la bonne gouvernance, et qui prend des positions. Mais là, par rapport à votre élection à la présidence de la Fédération des industries culturelles et créatives, c'est pas un cadeau de Saladin Mzoual? Non, c'est une élection. C'est une élection. Et là aussi, j'ai lu quelques erreurs dans Ouais. certains titres de presse qui disent Neila Tazi désignée ou nommée à la tête. Non, j'ai été élue par les membres. Nous avons aujourd'hui des membres dans cette fédération. Il y a une diversité de membres. Ça va de l'entreprise culturelle à la fondation de grandes entreprises, du type Fondation CDG, Fondation Banque Populaire, Fondation Ténor. Les grands groupes qui ont un prolongement de leur activité dans la vie culturelle et associative. Et puis, et nous avons également des unions professionnelles, du type l'union des éditeurs ou l'union des réalisateurs, des regroupements de professionnels qui veulent faire porter leur voix au sein de la fédération. On va aller sur éventuellement quelle est l'utilité ou l'utilisation en tout cas et le sens qui va être donné à cette fédération. Mais juste un dernier petit mot. Est-ce que avant même le jour J de cette élection, puisque c'est pas une nomination, c'est une élection, est-ce que vous êtes dit ils sont capables de me faire un truc au dernier moment? Ça vous fait sourire? Vous savez, dans toute élection, on s'attend à Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Oui. Avec ce qui s'est passé durant ces 4 derniers mois. mois. Ce qui s'est passé. J'ai verrouillé, cadenassé, tout, mais il se peut qu'il y ait une peau de banane ou un truc de dernière minute. C'est toujours possible dans une élection, on le sait. Donc, il y a des pratiques qui sont là, on lutte contre ces pratiques, mais je pense que il était difficile de le faire parce que c'est une fédération naissante. C'est une fédération pour laquelle je suis allée à la rencontre de chaque membre qui la compose pour le convaincre, pour lui expliquer ce qu'est la CGM, en quoi la CGM peut lui être utile, le convaincre d'adhérer. Donc je vois difficilement comment on aurait pu aller dire que je suis le mauvais candidat, ou à part si ce n'est d'aller bourrer les urnes jusqu'à la dernière minute. Est-ce que c'est des choses que vous aviez éventuellement intégrées, surtout craint juste avant le jour J et de cette élection? Très peu. Très peu. Je pense que ces questions-là ont été aussi discutées au moment des différentes élections dans les régions. Je pense que la CGM sera amenée à réfléchir à l'évolution de ses statuts sur ces questions-là pour aller vers plus de cadrage et d'éthique dans la conduite des élections. Et donc de transparence. Bien sûr. D'éthique et de transparence. Ouais. Cette fédération, est-ce que c'est une fédération des, j'ai envie de dire, des riches patrons de cette entreprise, de celles qui sont à la tête de grandes entreprises qui vont faire de la culture? Ou est-ce que ça va être une culture qui va être démocratisée avec des modèles aussi qui vont répondre à toutes les couches de la société? Oui, alors comme je vous l'ai dit, il y a différents types de membres dans la fédération aujourd'hui. Ça va des grandes fondations d'entreprises à des acteurs économiques qui ont des entreprises qui investissent dans la promotion culturelle et artistique, et des acteurs, des associations. Voilà, des associations du type Théâtre Nomade. Voilà, Théâtre Nomade, qui est une association qui est installée dans les grands abattoirs de Casablanca et qui fait un travail formidable de sensibilisation des jeunes du quartier au métier de la culture, à la place de la culture, qui passe des messages à travers la culture. Mais la réalité, c'est que c'est une association qui rencontre des difficultés avec les pouvoirs publics, qui a du mal à se faire entendre et qui se sent seule. Et ça, c'est le problème aussi de beaucoup d'acteurs culturels qui se sentent isolés dans leur action, dans leur travail. Et le but de cette fédération, c'est justement de les regrouper et de les convaincre qu'ensemble, on peut créer une dynamique positive et qu'on peut faire évoluer le secteur. C'est pas le rôle de l'État, ça?
C'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle du privé. Oui. D'ailleurs, notre stratégie repose beaucoup sur le partenariat public-privé. Et nous avons déjà, dans le cadre du comité ad hoc de cette fédération, engagé beaucoup de réunions avec le ministère de la Culture, qui a une écoute extrêmement intéressante de toutes les solutions que nous avons à proposer, de toutes les propositions, parce que nous sommes une force de proposition pour faire évoluer le secteur. Et je suis convaincue que nous arriverons à faire des choses ensemble. Parce qu'il y a la question législative, il y a la question de la fiscalité. Oui, on va en parler. Il y a la question de la législation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la question aussi du modèle culturel commun? Oui, tout à fait. Avec le cadre général, les codes sociaux, les codes culturels aussi à respecter. Quelle culture vous allez promouvoir, quelle culture vous allez valoriser, alors, quid de la place de la contre-culture, vous voyez? Ça, vous êtes sur les questions de fond. Oui. Là, aujourd'hui, à mon avis, on va conditionner le reste. Dans une première étape, on est beaucoup plus sur la structuration du secteur et la dynamisation des acteurs du secteur. Et de donner une direction à notre travail. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a un grand déficit d'information. Voilà, c'est de l'information et de communication. De communication et d'information. Vous allez doter votre fédération et l'État et le ministère de la Culture d'un véritable système d'information? C'est ça aussi, il faut faire l'effort, et il faut faire l'effort d'amener l'information aux acteurs pour leur faciliter la tâche, leur faciliter le travail. Donc nous sommes une fédération interne de la CGEM. Nous sommes une nouvelle fédération. Nous comptons évidemment sur Salah Eddine Mezouar qui s'est engagé à nous soutenir. Il a manifesté tout l'intérêt qu'il avait pour ce secteur et il s'est engagé à nous soutenir, à nous encourager. Parce qu'il faut expliquer peut-être aux auditeurs qui ne comprennent pas nécessairement comment fonctionnent ces questions-là. La CGEM est composée de 33 fédérations. Il y a des fédérations externes et des fédérations internes. Les fédérations externes sont des entités morales qui ont une indépendance sur le plan juridique, mais qui sont adhérentes à la CGEM et qui ont une voix au conseil d'administration. Les fédérations internes sont une émanation de la CGEM. Nous ne sommes pas une entité morale, nous n'avons pas de statut, nous n'avons pas de compte. Nos adhérents versent leurs cotisations à la CGEM et qui redistribuent au niveau de l'ensemble de la confédération de manière équitable les moyens dont elle dispose. Mais le but est de créer une CGEM forte, une CGEM qui porte des sujets qui sont des sujets transverses à l'ensemble des fédérations, à l'ensemble des acteurs du secteur pour renforcer notre économie et venir avec des propositions et des solutions. Au niveau financier, ça se passe comment? Parce que je pense au niveau financier, les cotisations vont à la CGEM. La CGEM ne redistribue pas les fonds ni aux fédérations internes ni aux régions. Elle met à leur disposition des moyens humains, des moyens logistiques, et puis ces fédérations s'appuient sur une CGEM dont le fonctionnement, il faut quand même rappeler les choses, la CGEM c'est une institution qui compte à peu près 100 employés. Et donc c'est une association et qui a un fonctionnement et des mécanismes qui sont lourds et complexes. Donc il y a besoin de moyens. Quand je parlais de l'aspect financier, c'est que je crois que le budget du ministère de la Culture, c'est 0,4-0,5% du 0,25% du budget de l'État. C'est un peu moins de 500 millions de dirhams. C'est le parent pauvre. Bon, donc je me dis, est-ce que le privé, est-ce que Naïla Tézi avec sur l'équipe va générer aussi suffisamment de ressources financières pour sceller des partenariats publics-privés pour structurer le marché de la culture chez nous? Alors, nous avons d'abord, nous nous sommes appuyés sur un rapport du Conseil économique et social de 2016, qui est très clair et qui dit qu'il faut complètement revoir la politique culturelle et la vision de la culture au Maroc. Il faut mettre en place un cadre, il faut mettre en place une législation, il faut mettre en place des solutions sur le plan du finance. Il faut tout faire. Et moi, je vous cache pas, Rachid, que c'est ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de démarrer de nouveaux projets. Et on sait qu'il est très difficile de réformer les choses au Maroc. Et ce qui m'intéresse dans le secteur de la culture, c'est qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Démarrer une nouvelle fédération sur ce secteur à la CGEM, c'est partir d'une page blanche et c'est de convaincre. Et de réécrire. Mais je ne vous cache pas que dans mon parcours personnel, j'ai été un petit peu, même beaucoup, préparé à cela, puisque j'ai créé en 98 un festival à Essaouira, qui est le Festival Gnawa Musique du Monde, pour lequel beaucoup de gens étaient sceptiques. Heureusement qu'il y avait quelques visionnaires, d'ailleurs c'est souvent les mêmes, qui m'ont soutenu au départ. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que on a parcouru 22 ans
pour arriver aujourd'hui à présenter un dossier à l'UNESCO qui va être étudié en décembre 2019 pour dire que peut-être que les Gnawa vont rentrer à l'UNESCO. Donc ce travail, cette lutte... Est-ce que ce festival, par exemple, dont vous êtes la créatrice, vous êtes à l'origine, voilà, est-ce que c'est un festival qui est rentable aujourd'hui? Est-ce qu'il a son propre modèle économique au bout de 22 ans? Alors, il est toujours fragile. Ouais. Je dirais que nous sommes pas loin d'arriver à trouver des équilibres, mais nous sommes toujours fragilisés par des budgets trop faibles. C'est un budget de 15 millions de dirhams. Il faut imaginer que c'est très peu pour un événement qui a une telle notoriété, qui a un tel impact économique pour la ville, pour la région, pour je pense même pour le pays, l'image du pays. Voilà. Donc, mais nous sommes toujours fragilisés par un sponsor qui à la dernière minute va vous dire non, cette année je ne vais pas vous suivre, 3 mois avant ou 1 mois avant, par une institution publique qui vous promet mais qui finalement ne vous donne pas. Comme c'est arrivé plusieurs fois dans le passé. Donc, ça vous met en difficulté, ça vous décourage, mais on essaye d'avancer. Je vous cache pas que, par exemple, j'ai mis 19 ans à signer une convention avec la ville. La ville a mis 19 ans à accepter de signer une convention dans laquelle elle nous donne un cadre de travail, elle nous reconnaît comme étant des acteurs importants à travers une convention dans le projet de développement de la ville, et elle commence à engager un peu de moyens financiers dans le festival. Avant, la ville mettait de l'argent parce que... Il vous donne combien à peu près? Il nous donne 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. Voilà. Mais pendant 19 ans, et elle ne nous donne pas directement, en fait, elle prend en charge, à hauteur de 1 million de dirhams, des hébergements d'invités du festival, des artistes, des journalistes, des techniciens, à hauteur de... Donc, c'est pas de l'argent qu'elle nous donne, c'est de l'argent qu'elle investit auprès des acteurs culturels de la ville. Et au niveau de la fédération, comment vous comptez sceller un modèle économique? Parce qu'il va falloir, est-ce que aujourd'hui tout va reposer sur l'entreprise qui est affiliée à la CGM et qui va donner des sous sous forme de... Aujourd'hui, pour avancer dans le modèle économique, il faut déjà se faire entendre comme étant un acteur de l'économie nationale. Ce que, malheureusement, on n'arrive pas encore à installer dans l'opinion en général. Et souvent, les élites pensent que la culture, c'est ce qui vient en dernier. Non. Aujourd'hui, nous, ce que nous cherchons à dire, c'est que, d'abord, la culture est un secteur extrêmement attractif pour les jeunes et c'est un booster de développement social. Et ça ressort clairement dans l'étude du Conseil économique, social et environnemental. C'est que il faut considérer que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Les jeunes sont attirés par ce secteur. On n'a pas de chiffres clairs aujourd'hui. On sait qu'il y a environ 160 000 emplois de jeunes, enfin en tout cas dans le secteur de la culture, mais nous n'avons pas de statistiques. Par exemple, nous comptons aller vers le HCP pour qu'il intègre la question culturelle de manière extrêmement précise. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle apparaît pas, vous regardez le rapport 2018 du HCP, la culture n'apparaît pas de manière indépendante comme les autres secteurs de l'économie. En tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une quinzaine de millions de personnes âgées de plus de 15 ans qui sont exclues du marché du travail. Ça apparaît clairement dans la dernière étude du HCP. Donc, tout à fait. Donc, et aujourd'hui, je vous donne un exemple. En France, en 30 ans, ils ont doublé le nombre d'emplois dans le secteur de la culture. En 30 ans. C'est un secteur qui a presque atteint 1 million d'emplois. Donc, moi, ce que je cherche à dire, c'est qu'il faut cesser de perdre du temps et puis il faut commencer et construire quelque chose. Parce que lorsqu'on parle du nouveau modèle de développement, pensez-vous, Rachid, qu'il va se faire sans la culture? Non, moi ce que je sais, c'est qu'il se fera sans une fiscalité qui soit remodelée. Ça, c'est clair. La fiscalité. La fiscalité est un rendez-vous du mois de mai prochain. Les assises le 3-4 mai prochain, je crois que vous avez des attentes aussi, des revendications. Tout à fait. Alors justement, entre guillemets dans ce sens, quelle fiscalité pour relancer le secteur culturel, le structurer, puis de le rendre plus attractif pour les investisseurs entreprises? En tant que fédération, nous avons aujourd'hui le droit, au même titre que les autres fédérations, de présenter nos doléances en tant que secteur, à travers la CGM qui est aujourd'hui en train de compiler toutes les recommandations pour les assises de la fiscalité. Et évidemment, le secteur de la culture, ayant une fédération, pourra s'exprimer sur ces sujets. C'est le point de départ de tout. Il faut libérer les énergies. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acteurs, c'est un secteur qui est atomisé. Il y a des acteurs qui sont dans le secteur informel. Il faut encourager les gens à rentrer dans un modèle. C'est-à-dire imaginer un nouveau statut, en fait,
de l'agent Oui, culturel, tout à fait, de l'acteur culturel. Tout à fait, Ouais. tout à fait. D'ailleurs, pour pouvoir être entendu et pris en compte par la DGI et tous les acteurs qui vont mettre en place un nouveau schéma fiscal, il faut qu'on définisse qui nous sommes. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Qui nous sommes, ce que nous faisons et combien de revenus nous générons. Exactement. C'est ça, en fait, les trois leviers. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le secteur de la culture ne rapporte rien sur le plan de la fiscalité au Maroc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas tout à gagner à envoyer un message positif à l'ensemble de ces acteurs? Pourquoi vous dites que l'activité culturelle et tous les festivals, par exemple, à travers le pays, ne rapportent rien à la DGI? Oui, parce que vous savez quand l'État vous subventionne, si vous inscrivez dans la transparence et que vous avez des comptes certifiés, que vous touchez de l'argent public, ce qu'on vous donne d'une main, on vous le reprend de l'autre. Donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut arriver à mettre en place des incitations fiscales et un cadre pour encourager. Il vaut mieux un emploi déclaré avec une fiscalité allégée plutôt qu'un emploi dans le marché noir ou un emploi non déclaré ou pas d'emploi du tout. Et aujourd'hui, il faut encourager le secteur parce que, vous savez, quand on parle de culture, on parle de tourisme, on parle de développement des régions, on parle de développement des territoires. Aujourd'hui, 30% des touristes dans le monde font le choix d'une destination à travers une offre culturelle. Le Maroc a beaucoup à offrir, mais il faut structurer les choses. On a parlé du budget de la culture tout à l'heure.